tous, on est donc très heureuse de vous accueillir pour ce 5e webinaire de notre association RL. Avant de commencer le webinaire, je vais vous faire une petite présentation de notre association. RL, c'est une association de naturopathes, toutes certifiées en fait par la Fédération française des écoles de naturopathie. Et en fait, c'est un collectif qui s'est réuni autour de valeurs qui nous réunissent toutes, entre autres la bienveillance, l'envie de partager et de s'entraider, et puis autour d'une même éthique. Et en fait, au sein de cette association, on s'est donné trois grandes missions. La première, c'est justement de créer ce collectif, de relier des naturopathes qui ont ces mêmes valeurs. La deuxième chose, c'est vraiment d'agir en menant des actions de prévention de santé dans des institutions ou auprès d'associations. Ça peut être par exemple des écoles ou des maisons de retraite. Et puis, la dernière chose, c'est justement de faire rayonner, faire connaître la naturopathie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui à travers ce webinaire, en vous proposant une approche naturopathique sur le sommeil de l'enfant. Mais c'est aussi via notre lettre qu'on publie tous les 2 mois, ou par exemple notre présence dans des salons, comme c'était le cas ces 3 derniers jours à Primevère. Donc aujourd'hui, je vous propose un webinaire animé par mes 2 consoeurs Karine et Nathalie sur le sujet de l'accompagnement du sommeil de l'enfant. Et je vais leur passer la parole pour qu'elles se présentent. Merci Sophie pour cette présentation et je suis ravie d'être avec vous ce soir. Donc, je suis Nathalie Possel, je suis naturopathe et sophrologue comme Karine. Donc, on a cette particularité toutes les deux, donc d'exercer à la fois la naturopathie et la sophrologie dans nos cabinets et d'accompagner les enfants. Donc, on va vous parler donc de ce sujet longuement. Je vais la laisser se présenter et puis elle va vous parler également donc, du déroulé de cette conférence et des différentes parties qu'on va aborder. Merci Nathalie, merci Sophie, bonsoir à toutes et tous. Donc, je suis effectivement naturopathe et sophrologue depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Je suis installée en cabinet à Fontaine-sur-Saône et j'accompagne les adultes, les enfants, les nourrissons en naturopathie et en particulier donc sur différentes techniques comme les fleurs de Bach ou encore les allergies respiratoires et alimentaires. Et le sommeil est effectivement un des sujets prépondérants chez les enfants. Donc, nous avons à cœur ce soir de vous partager ce thème et de vous faire découvrir les différentes solutions naturelles qu'on peut proposer pour favoriser un sommeil de qualité pour vos bouts de chou. Karine, je te laisse présenter. Alors, dans un premier temps, ce que je vous propose d'aborder, c'est effectivement comment fonctionne le sommeil chez l'enfant. Ensuite, nous verrons les bienfaits du sommeil sur le plan physiologique, psychique et émotionnel. Et puis, nous aborderons enfin les accompagnements naturels pour un sommeil de qualité. Donc, ce webinaire va s'articuler autour de ces 3 thématiques et nous conserverons un petit temps d'échange sur la fin pour répondre à vos questions. Sur la partie 1, donc comment fonctionne le sommeil de l'enfant? Pour vous expliquer un peu ce fonctionnement, vous allez observer à présent l'évolution du temps moyen du sommeil par 24 heures et aussi selon les tranches d'âge. On va le développer un petit peu plus loin après, mais regardez et observez déjà à travers ce tableau à quel point donc, le temps de sommeil est très variable selon les tranches d'âge de l'enfant, entre 0 et 6 mois, il est à son maximum, et puis à partir de 20 ans, il diminue fortement, notamment. Alors, tout cela, ce ne sont que des moyennes. Vous noterez aussi que
les adolescents ont besoin de beaucoup de sommeil, ce qui leur pose souvent des problèmes de concentration parce qu'ils souffrent de déficit de sommeil. Donc, je passe rapidement puisqu'on va en reparler un peu plus longtemps après. Alors, l'idée, en fait, c'est de comprendre comment se structure le sommeil. Alors, on prend souvent l'image du petit train qui permet d'observer les différentes phases de notre sommeil à travers les wagons et la locomotive qui représente l'endormissement de l'enfant. Un nouveau-né, on a vu qu'il dormait jusqu'à 17 heures par jour, va avoir 3 phases. Donc, l'endormissement, un sommeil agité, qu'on appellera ensuite le sommeil paradoxal, puis un sommeil calme. Donc, c'est ce cycle qui va durer 50 minutes. Et on va après zoomer sur le cycle spécifique de l'enfant qui nous intéresse, du grand enfant, qui lui va durer entre 90 et 120 minutes, y compris pour nous en tant que personne adulte. Puis ensuite, le nourrisson va lui avoir 4 phases, l'endormissement, le sommeil paradoxal. Ce sommeil paradoxal, on va en reparler juste après, je ne vais pas trop le développer maintenant, le sommeil lent, puis le sommeil lent profond. Puis ensuite, il va recommencer un cycle de 70 minutes qui peut comme ça se prolonger, il peut en avoir jusqu'à 6, même plus parfois 7, 8, en fonction de son âge et de ses besoins de sommeil. L'enfant qui nous intéresse là sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, le grand enfant, lui, il a 6 phases. Et ces 6 phases vont être les mêmes en tant qu'adulte. Ça varie entre 90 et 120 minutes en fonction des individus. On aura la phase endormissement, puis on va observer le sommeil lent très léger. Vous savez, c'est ce moment où on sent qu'on est en relaxation, mais qu'on peut remonter assez vite. Ce moment-là, vous allez voir après, on va l'observer en termes de temps, il est relativement court. Le sommeil lent, ensuite léger, qui va permettre de commencer à rentrer dans un sommeil, mais de phase lente, progressivement, puis un lent profond. Là, on va commencer à avoir un état où l'enfant va être dans un sommeil qui fait qu'il n'entend plus trop, en fait, il est vraiment dans sa bulle, il est plus réveillé par des petits bruits autour de lui. Puis ensuite, le sommeil lent très profond. Là, effectivement, c'est un sommeil vraiment adapté à un endormissement long et régulier. Vous verrez aussi les phases qu'elle dure. Et puis, ce qui est intéressant, c'est surtout ce sommeil paradoxal qu'on a vu tout à l'heure chez le nourrisson. Le sommeil paradoxal, comme son nom l'indique, il a un côté spécifique puisque pendant cette phase-là, c'est la phase dite du sommeil, où l'enfant va vraiment faire travailler sur le plan cérébral fortement son cerveau, et c'est la phase où le corps est le plus détendu et le plus relâché. Donc, c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi. Cette phase-là est importante aussi pour pouvoir construire, et vous allez voir ensuite toutes les interactions que ça a sur le cerveau. Donc, on a besoin du sommeil pour d'abord la récupération physique, nerveuse et mentale. On voit que dans les différentes phases du sommeil, on a vraiment besoin de pouvoir récupérer et de pouvoir retrouver son énergie, parce que quand on a une charge mentale forte, si on ne peut pas dormir, ça a des conséquences. Les personnes, d'ailleurs, c'est malheureusement parfois des techniques qui sont utilisées et qui mettent les personnes très mal. Donc, quand on empêche les personnes de dormir, c'est compliqué. Alors, pour revenir à ça, l'enfant, effectivement, il a besoin de récupérer physiquement, nerveusement et mentalement, de stocker des infos qu'il a reçues durant la journée au niveau de la mémoire à court terme et long terme. Donc, ça montre l'importance à la fois sur la mémoire, la stimulation, le renforcement, mais aussi sur la coordination des circuits neuronaux. Donc, on consolide et on range dans des boîtes. Donc, on va ranger dans les boîtes tout ce qu'on a appris durant la journée. Donc, c'est une phase très importante. Alors, comment est structuré le sommeil? On a parlé tout à l'heure des différents cycles.
Rappelez-vous, donc des cycles qui sont plus ou moins courts ou longs, mais on va parler globalement de l'enfant qui, lui, a un cycle entre 90 et 120 minutes. On avait vu que le nourrisson avait des cycles beaucoup plus courts, de 70, et le nouveau-né, des cycles encore plus petits de 50 minutes. Donc là, la durée du cycle est importante. On a entre 4 à 6 cycles par nuit, qui nous permet en fait de bien nous recharger. Et chaque cycle comprend 5 stades. Ceux qu'on a vus, donc les fameux stades d'endormissement avec les petits wagons que je vous ai montrés tout à l'heure avec le train. Alors, voyons maintenant sur ces stades qu'on a observés la durée. Donc, l'endormissement, il dure environ entre 4 à 5 minutes. Si on a raconté une bonne histoire, l'enfant, s'il arrive à retrouver le sommeil, et surtout à s'apaiser, parce que souvent, c'est les peurs qui peuvent empêcher l'enfant de bien s'endormir. Ensuite, on a le sommeil léger qui va durer 20 minutes. Donc, l'enfant va s'endormir, mais il est susceptible de se réveiller. Il a peut-être envie d'aller faire pipi ou il va entendre un bruit. Une fois qu'il a passé cette phase de sommeil léger, il va rentrer dans un sommeil profond qui va durer 10 minutes. Puis, ensuite, un sommeil lent et très profond, où là, vous pouvez même le bouger, bouger ses mains, il ne se rend compte de rien. Et puis après, on a cette fameuse phase du sommeil paradoxal qui va être cette période de rêve où l'enfant va vraiment expulser, utiliser aussi toute cette phase pour extérioriser parfois sur le plan émotionnel certaines choses. Et cette phase est extrêmement importante puisque tout le relâchement, il y a un grand relâchement musculaire, mais une activité cérébrale forte durant laquelle il va trier et ranger toutes ces informations et consolider. Alors, je vais laisser Karine vous présenter la partie numéro 2, qui consiste à évoquer l'impact du mauvais sommeil et les bienfaits d'un sommeil de qualité. Tout à fait, effectivement, donc la qualité du sommeil, comme vous avez pu le constater, la qualité du sommeil de votre enfant a des répercussions sur sa santé, comme le disait Nathalie, et un sommeil de qualité favorise le développement de l'enfant et l'aide dans ses apprentissages. Alors, on va voir comment, justement. Donc, il y a plusieurs interactions physiologiques du sommeil chez l'enfant. Le sommeil est en effet indispensable au développement cérébral. On l'a vu, c'est pendant qu'il dort que votre enfant cimente tout ce qu'il a appris dans sa journée. Donc, dormir suffisamment va lui permettre de, comme on l'a vu également, de renforcer ses apprentissages, tant sur le plan du langage que des habiletés motrices, la coordination. Il va également renforcer ses apprentissages en lien avec tout ce qui est stratégique pour résoudre un problème, par exemple les petits jeux pour les tout petits. Toutes les informations en fait, qu'il va apprendre durant sa journée vont être consolidées. Ça va également lui permettre de mieux utiliser son raisonnement logique, de mieux gérer ses émotions et de rester alerte pendant toute la journée. Un bon sommeil va donc permettre une meilleure concentration et puis surtout d'être concentré plus longtemps. Lorsque le sommeil, on dit que le sommeil améliore la concentration, c'est vraiment, ça permet de consolider les informations mémorisées pendant l'éveil et donc de favoriser l'apprentissage récent. Ce sommeil de qualité va aussi donc lui permettre de se développer tant sur le plan physique, mais aussi de renforcer son système immunitaire. On n'en a pas forcément conscience, mais ça a aussi des répercussions sur cet aspect-là. On le développera un petit peu après. Le sommeil régule également la production de plusieurs hormones, des hormones de croissance notamment, mais aussi le cortisol, qui est l'hormone du stress, ou encore l'insuline, qui est une hormone qui permet de réguler la glycémie, et puis ou encore les hormones de l'appétit. On a vraiment différentes hormones là, qui sont vraiment régulées pendant ces périodes de sommeil.
les privations de fait, hein, les privations chroniques de sommeil peuvent expliquer en partie, pourraient expliquer en partie l'augmentation de l'obésité selon certaines études, où on a pu effectivement observer que chez certains sujets qui ne dorment pas assez, il y a davantage de grignotage, par exemple, ou des sensations de faim plus récurrentes. D'autres études ont aussi démontré les risques de surpoids qui semblent accrus chez des enfants qui ne dorment pas assez et qui contribueraient à diminuer les risques d'hypertension, d'augmenter plutôt les risques d'hypertension artérielle et de diabète de type 2 à l'âge adulte. Alors voyons justement combien d'heures de sommeil par nuit il est nécessaire je dirais, d'atteindre pour avoir un sommeil de qualité. Alors, il faut savoir quand même que le manque de sommeil ne se manifeste pas de la même manière chez l'enfant et chez l'adulte. Lorsque lorsque l'adulte plutôt montre de l'apathie, des bâillements, le jeune enfant, lui, présentera plutôt de l'hyperactivité, il sera relativement irrité, il aura un seuil de tolérance plutôt abaissé. Chez l'enfant, la courte durée du sommeil et les problèmes de sommeil qui y sont associés sont plutôt en lien avec des problèmes de comportement. Selon certaines études aussi, on a pu voir que des enfants qui dorment moins de 9 heures avant l'âge de 3 ans, pour rebondir sur ce que disait Nathalie tout à l'heure, ils sont plus susceptibles d'avoir un score élevé à l'échelle d'hyperactivité et d'impulsivité à 6 ans que des enfants qui dorment au moins 10 heures pendant toute la petite enfance. Donc là, c'est pareil, il y a différentes études et des statistiques qui sont sorties sur ce sujet et qui permettent d'alimenter justement toutes ces analyses. Donc, voyons justement comment reconnaître les signes d'un sommeil perturbé. Alors, il y a plusieurs choses, bien sûr. Tout d'abord, on vous invite bien entendu à être attentif aux signes d'un manque de sommeil, pour savoir si effectivement votre enfant dort suffisamment. Le premier point, ce serait effectivement une difficulté à se réveiller le matin, cumulé à un manque de concentration, un enfant qui est relativement maladroit, plutôt irritable, plutôt maussade, qui bougonne, pleure facilement. Un enfant qui va être également dans l'impulsivité, qui va être impulsif, relativement agressif, qui peut aussi se désintéresser de ce qu'il aime habituellement, qui peut devenir bruyant, hyperactif. Un enfant également souvent malade, sont autant de signes à prendre en compte, sachant qu'un signe à lui tout seul n'est pas représentatif, bien évidemment. C'est vraiment le cumul de chacun de ces signes qui doit vous interpeller, bien évidemment. Alors vas-y, Nathalie, je t'en prie. Oui, c'est moi qui reprends. Alors, quelles approches naturelles peut-on proposer pour accompagner le sommeil des enfants, maintenant qu'on a fait ces constats qui montrent effectivement les difficultés que peuvent rencontrer les enfants par un sommeil perturbé? On va vous proposer donc différentes approches. Je pense que c'est du pragmatisme aussi quelque part. Il y a des choses forcément, vous allez vous dire: «Ah oui, bien sûr, c'est évident». Mais c'est bien de les rappeler, je pense, parce que nous, en tant que naturopathes, on travaille sur le côté hygiène de vie et parfois, il y a des choses qui font qu'on peut zapper, en tant que parents, nous, on est parents aussi et parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas et qui peuvent aider beaucoup l'enfant dans son sommeil. Alors, l'hygiène de vie au quotidien, c'est d'avoir une vie bien réglée. Un rythme de vie bien réglé, constant, planning du jour, semaine à afficher, ça rassure. Je vois beaucoup d'enfants au cabinet qui n'ont pas suffisamment la notion du temps. Et ils ne savent pas, tiens, si demain ils vont à l'école ou pas à l'école. Pour nous, parfois, en tant qu'adultes, c'est évident. Mais bien leur expliquer l'importance de planifier les choses et qu'eux-mêmes fassent leur planning. Parce que souvent, on a tendance à vouloir faire pour eux. Ils aiment bien faire leur petite gommettes et ça les aide à mieux comprendre que demain, ils vont pouvoir faire la grasse mat et dormir un peu plus. C'est un côté assez rassurant d'avoir un rythme de vie bien réglé. Une activité sportive en plein air après l'école, ça a un côté relaxant.
quand on peut le faire, que l'enfant puisse aller au parc, sortir, faire des activités avant de retourner à la maison, puisqu'on sait qu'en fait, il y a aussi un phénomène de tension nerveuse du fait que l'école exige beaucoup de concentration et l'enfant a besoin d'expulser beaucoup en sortant de l'école. Et, quand il quand il ne peut pas le faire, ça peut avoir un effet un peu cocotte-minute lorsqu'il rentre à la maison et qu'il n'arrive pas à relâcher tout ce qu'il a, toutes les tensions de sa journée. Et puis, la chasse aux écrans. Voilà. Les écrans qui aujourd'hui sont omniprésents dans notre vie quotidienne. Il y a de nombreux ouvrages et d'études qui le prouvent, l'importance de, de faire une chasse aux écrans déjà avant l'âge de 12 ans, tout simplement parce que les enfants ont des petits muscles autour des yeux qui ne sont pas assez matures pour accueillir des écrans toute la journée. Enfin, quand je dis toute la journée, mais même ne serait-ce que quelques heures, c'est juste très compliqué pour les petits et donc il faut en tenir compte dans leur rythme de vie. Après, c'est aussi chasser les écrans, ça ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas regarder un petit dessin animé, clairement ils peuvent bien entendu, mais c'est l'excès qui va poser problème. Et eux ne se rendent pas compte qu'ils sont longtemps devant les écrans et donc ça peut poser problème. Et puis pour le sommeil, pour revenir plus simplement autour du sommeil, c'est qu'il faut éviter les écrans 2 heures avant, parce que vous savez qu'il y a des lumières bleues qui peuvent avoir un côté perturbant pour l'enfant et poser des soucis sur son endormissement. Sur le plan hormonal, ça peut effectivement avoir un effet dérégulant. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais beaucoup d'études aussi, si vous prenez le temps de regarder, l'expliquent précisément. Sur l'hygiène de vie, on a aussi le rituel du coucher. Un enfant qui a un rituel, une histoire, un jeu calme, ou qui lui-même fait une écoute, parce que parfois on n'a pas forcément toujours le temps de lire l'histoire, mais avoir un moment où il va se recentrer, il va vraiment pouvoir s'apaiser, se calmer, et puis se vider la tête. Ça va l'aider à se sentir plus heureux et plus apaisé avant le coucher. Il y avait des petits rituels qui se créent en fait, en famille, qui sont intéressants, soit avec un frère ou une sœur ou entre les parents, le papa ou la maman. C'est important de créer ces rituels parce qu'ils aident l'enfant à aller, à se préparer à aller se coucher. Ensuite, vous avez le dîner, la digestion, le côté digestif. Si un enfant mange tard, ça va être plus compliqué pour lui de s'endormir sur un plan digestif. On sait que le corps va devoir beaucoup travailler et ça a un effet perturbateur sur le sommeil. Donc veillez à le faire manger pas trop tard le soir, ça sera beaucoup plus facile aussi. Et puis manger de manière légère aussi. Alors la chambre aussi a une importance, l'environnement. Une chambre bien rangée, calme, sereine, sans distraction, c'est un lieu apaisant, ça favorise l'endormissement. Et j'ai oublié de rajouter, parce que ça s'est révélé, c'est de bien regarder la taille du lit, le matelas aussi de l'enfant. Parfois, on ne voit pas son enfant grandir et on oublie de le mettre dans un lit un peu plus grand. Et on se rend compte que dès qu'on change le lit, tout d'un coup, l'enfant dort mieux. Voilà, donc ça, c'est une astuce que je vous donne, je ne l'ai pas notée, mais c'est vrai que c'est à observer le fait que l'enfant ait un lit qui soit bien adapté à son âge. Je vais laisser maintenant Karine vous parler de l'importance de l'alimentation. Oui, merci Nathalie. Et j'en profite quand même avant d'aborder l'alimentation pour rebondir sur ce que tu viens de dire. Et notamment, je fais le lien avec les allergies respiratoires, puisqu'on n'y pense pas toujours en tant que parent, mais lorsqu'on cumule les matelas pour voilà, le grand qui passe dans un grand lit et voilà,
On peut facilement donner le matelas au petit et puis ensuite au petit dernier. Bon, il faut savoir quand même qu'un matelas, c'est pas plus de 5 ans pour un petit. Et voilà, si on veut limiter en tout cas l'inconfort respiratoire, si ça fait partie des gènes qui vous, voilà, les gènes respiratoires voilà, qui sont problématiques dans la famille, pensez au matelas. On n'y pense pas toujours, mais ça peut bien sûr aider. Alors, je vais vous parler effectivement de l'alimentation qui a un rôle clé en fait pour assurer bien sûr une croissance optimale. Durant sa période de croissance, votre enfant a des besoins nutritionnels spécifiques. Les besoins en énergie sont d'autant plus importants que l'enfant est en phase de croissance rapide et notamment au cours de la puberté. Donc un apport en nutriments, en vitamines, en minéraux pour une alimentation saine et équilibré, bien sûr. Et bon, nous pourrions faire un webinaire complet sur la nutrition de l'enfant, sur ses besoins nutritionnels en fonction de son âge. Ici, moi, je vous propose plutôt quelques clés pour vous accompagner dans l'élaboration des repas de vos enfants et avec un éclairage particulier sur 3 acides aminés qui sont des constituants des protéines, en fait, Et donc, dans un premier temps, des aliments riches en tryptophane. Alors, qu'est-ce que le tryptophane? C'est un acide aminé précurseur de la sérotonine. En clair, pas de tryptophane, pas de sérotonine, pour faire simple. Donc, la sérotonine, c'est une hormone neuromodulatrice que l'on fabrique. C'est l'hormone de l'humeur pour prévenir l'anxiété, prévenir le stress, les insomnies, les troubles de l'humeur de manière générale. Donc, c'est aussi un précurseur de la mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Ainsi, le tryptophane contribue à synthétiser la sérotonine, qui, elle, va déclencher la sécrétion de mélatonine et donc faciliter l'endormissement et ainsi l'entrée dans les différentes phases du sommeil qu'on a pu voir tout à l'heure. Donc, une carence en tryptophane peut créer effectivement des troubles du sommeil. Et cette hormone est d'ailleurs en fort déclin à partir de l'âge de 13 ans. Les aliments riches en tryptophane vont être les aliments verts en particulier, les légumes, donc les aliments verts, les légumes verts, pardon, la viande et en particulier le poulet, les œufs, les petits poissons gras, les amandes. Pardon, excusez-moi. J'ai la gorge sèche. Les bananes, le chocolat noir, les produits laitiers, les algues. Voilà. On a un verre d'eau? Un Oui. petit verre d'eau, peut-être, non? J'aurais dû prévoir. Excusez-moi, je m'attends un petit instant. Donc, vous allez voir, en fait, on va aborder 3 acides aminés. Donc, le tryptophane. Ensuite, on parlera de la glycine, donc pareil, qui a un rôle prépondérant. Et ensuite, l'arginine. Alors, pardonnez-moi pour cette toux impromptue. Je disais donc, nous allons voir maintenant les aliments riches en glycine, qui est un autre acide aminé, source d'énergie et indispensable à la synthèse protéinique. Donc la glycine, pas la fleur, l'acide aminé, joue un rôle sur les neurotransmetteurs, c'est-à-dire le système nerveux, qui favorise un sommeil de qualité. Et là, vous allez en trouver dans la viande, et en particulier dans la dinde, le veau, le porc et le poulet, mais aussi dans les graines de tournesol, de courge, la poudre d'amande ou encore le tofu et les produits à base de soja. Pardon, excusez-moi. Enfin, je vous présente les aliments riches en arginine. Alors, encore un acide aminé qui va contribuer cette fois-ci plutôt à une bonne cicatrisation des tissus, à la guérison des blessures. Ça peut être utile chez nos tout petits qui écorchent souvent leurs genoux. L'arginine permet également d'assurer un bon fonctionnement des défenses naturelles de l'organisme. On a dit tout à l'heure qu'un mauvais sommeil, ça pouvait aussi altérer le système immunitaire et aussi
Un bon sommeil participe à la sécrétion des hormones, notamment l'hormone de croissance qui aide les enfants et les nourrissures à grandir, hein. L'arginine est très intéressante là-dessus. Donc, vous allez pouvoir trouver de l'arginine dans l'alimentation car elle est présente en fait dans tous les aliments protéinés, qu'ils soient animaux ou végétaux. Et vous en trouverez en particulier dans les légumineuses. Les lentilles, les haricots, les petits flageolets, les fèves, les pois cassés, les pois chiches, les sojas, euh, euh, les, les haricots entiers, hein, de manière générale, voilà, les légumineuses. Mais vous en trouverez aussi de l'arginine dans les viandes blanches, les viandes rouges, les poissons gras, les produits laitiers, les oléagineux, hein, il y en a voilà, dans beaucoup d'aliments. Les différentes graines aussi, les graines de lin, de sésame, de tournesol. Voilà, vous pouvez noter, hein, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez prendre des notes. Vous aurez la rediffusion en vidéo si vous souhaitez, mais voilà, il y a quand même beaucoup de sources d'arginine dans les oléagineux, dans les graines. Pour les repas du soir de nos bambins, nous vous conseillons de privilégier un repas léger, hein. Comme on le disait tout à l'heure, il faut éviter bien évidemment les sucres raffinés, hein, tout ce qui est soda, bonbons qui sont des excitants. Donc un repas riche, hein, plutôt en glucides lents, hein, qui va faciliter l'endormissement, tandis qu'un repas riche en protéines va plutôt retarder, hein, en stimulant la vigilance, hein. Donc pour terminer sur la nutrition, moi je vous conseillerais de ne jamais forcer votre enfant s'il n'a pas faim, de ne jamais l'obliger à terminer son assiette non plus, décidément, et demander conseil dis donc, pardon, à votre naturopathe si vous avez besoin de conseils pour ajuster et équilibrer la balance nutritionnelle de votre enfant. Bien, Karine, je vais prendre le relais, ma pauvre. Merci, j'en profite pour aller boire. Voilà, tout à fait. Alors, on va parler maintenant d'une autre approche qui est complémentaire, parce que tout ce qu'on vous donne, en fait, c'est des choses qui peuvent s'associer les unes aux autres. C'est la gestion des émotions avant le coucher. Beaucoup d'enfants appréhendent souvent de partir au lit, et c'est ce qui fait qu'ils tournent un peu en rond autour de maman, de papa, qui veulent dormir dans le lit des parents, et parce que voilà, ils ont des petites angoisses qui sont propres à l'enfance et qui sont normales. Donc par rapport à ça, l'enfant ne doit pas se culpabiliser, mais il faut l'aider dans la gestion de ses émotions. Donc les moments d'échange pour accueillir les émotions du moment sans jugement sont importants. Écoutez l'enfant. Quelles sont ses peurs, quelles sont ses craintes, qu'est-ce qui lui pose souci. Donc à travers les histoires qui vont pouvoir être racontées, on va pouvoir aussi l'aider à dépasser, à avoir moins de peur. Est-ce que c'est quelque chose qu'il a pu regarder sur des écrans? Récemment, j'ai une petite fille qui m'a avoué qu'elle avait regardé pourtant une série qui était pour son âge. Sauf qu'elle a été perturbée par ce qu'elle avait vu. C'est coupable d'avoir regardé cette série qui pourtant était de son âge. Chaque enfant a une hypersensibilité qui va faire que on va devoir prendre ça en compte et le comprendre. Alors pour ça, on peut faire ce qu'on appelle des bercements fœtaux. Donc dans le cadre de mon activité, je suis amenée à proposer des accompagnements à travers une pratique qui s'appelle les réflexes archaïques. Les réflexes archaïques permettent aux enfants d'être accompagnés sur différentes thématiques, hein, notamment les apprentissages, mais aussi la gestion des émotions. Donc, de ce fait, on peut mettre en place certains mouvements doux quand l'enfant est sur le dos ou en position fétale, où on va effectuer avec les mains, donc c'est le parent qui va faire ce mouvement, des légers mouvements qui va permettre d'apaiser l'enfant. Certains aiment aussi avoir des mouvements de caresse, etc. Donc, je vous ai parlé des bercements fœtaux, hein, parce que je le propose et je l'explique au sein de mon cabinet, vont vraiment être très efficaces, vont vraiment permettre de tout de suite mettre l'enfant dans un calme et un apaisement avant son coucher, 2 à 3 minutes avant.
On a également les élixirs floraux du docteur Bach. On a mis en avant 2 élixirs floraux. Bien sûr, il peut y en avoir d'autres en fonction du tempérament de l'enfant. Il y a celui qu'on appelle impatience et verveine, qui vont être vraiment efficaces pour les enfants qui ont tendance à l'hyperactivité, à être un petit peu sur les nerfs. Vous vous rappelez, ce qu'on expliquait, c'est qu'un enfant qui est sur les nerfs le soir, il n'a pas pu forcément expulser à travers des exercices physiques ou il n'a pas pu sortir ce qu'il a à l'intérieur de lui. Donc, ces deux élixirs floraux vont vraiment accompagner, à concurrence de 16 gouttes par jour, en cure de 3 semaines. Ça peut être un bon complément pour aider votre enfant. Pour la gestion du stress et de l'anxiété, on a également la sophrologie. Je vais laisser Karine aussi en parler parce que moi, je la pratique aussi au cabinet. C'est une pratique, un accompagnement vraiment très intéressant qui va permettre à l'enfant d'apprendre aussi à respirer, que ce soit sa respiration ventrale, haute, et tout ça va avoir un impact. Karine, j'aimerais bien aussi que tu puisses témoigner, si tu as encore de la voix, sur Oui, tout à fait. l'utilisation de la sophrologie pour l'enfant. Alors pour la voix, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais Je reprendrai après. effectivement, la sophrologie est un outil très intéressant, hein. C'est une discipline qui a été créée par Alfonso Caicedo, qui est un neuropsychiatre qui a mis au point donc cette technique dans les années 60. Ça date pas, enfin, c'est pas vieux, mais enfin, ça date pas d'hier, hein. C'est vraiment ancré, de plus en plus utilisé, notamment dans le secteur hospitalier. Et cette discipline s'appuie sur la respiration, sur les 5 sens, sur des techniques de relaxation. Donc, c'est un outil qui va être très efficace pour permettre à chacun, enfant comme adulte, hein, de renforcer sa confiance en soi, d'améliorer son quotidien hein, de manière générale. Donc, on travaille beaucoup sur la gestion des émotions, on travaille beaucoup sur les troubles du sommeil, la gestion du stress de manière générale, hein, la détente corporelle. Hein. La sophrologie, elle est particulièrement adaptée aux enfants à partir de 4 ans, 5 ans, en fonction de la maturité de l'enfant. Il y a une approche qui est plutôt ludique hein, pour les petits, par le jeu, pour bien sûr leur apporter de la sérénité avec un mode de pensée positif. Donc, ce sont des séances qui se travaillent en cabinet et qui durent généralement entre 45 minutes à 1 heure. Ainsi, un enfant anxieux, stressé, qui rencontre des problèmes de concentration et de mémorisation à l'école, de troubles alimentaires, des maladies psychosomatiques, des problématiques d'hyperactivité, d'agressivité, peut tout à fait se faire accompagner par un sophrologue. Et d'ailleurs, ça complète très très bien les travaux psychologiques s'il y en a en place déjà. En général, voilà, il y a une très très belle complémentarité et on arrive justement à accélérer hein, les résultats en accompagnant, enfin en alternant les deux. Merci. Donc il existe différents. Je vais juste rajouter quand même, c'est Oui. intéressant de Oui, vas-y. peut-être vous donner une référence littéraire qui peut être intéressante voilà, pour découvrir la sophrologie à la maison. Hein. Et je vous recommande en particulier Calme et attentif comme une grenouille d'Eline Snell, qui est un livre très bien fait avec un petit CD où l'enfant peut s'approprier voilà, ces moments de méditation et de sophrologie à lui et vous pouvez tout à fait pratiquer avec lui. C'est très ludique et accessible. Qui nous fait rebondir sur ce livre dont tu parles, sur le côté méditation, hein, yoga aussi, le yoga des enfants, qui sont de plus en plus proposés dans les écoles, et la cohérence cardiaque adaptée à l'enfant. Donc, ces pratiques, la sophrologie qui travaille sur, comme a expliqué Karine, la respiration, le relâchement, la visualisation, des belles images qui aident l'enfant. De la même manière, la cohérence cardiaque va travailler sur la respiration et donner un rythme à l'enfant de respiration qui va l'aider de la même manière à travailler sur la concentration. Finalement, c'est en fonction du tempérament de votre enfant que vous allez pouvoir lui faire pratiquer l'une de ces approches. La méditation également à travers le livre dont tu parlais, Calme comme une grenouille, qui reprend tout ce côté méditation et amusement aussi.
Et puis les réflexes archaïques qu'on peut associer, cette pratique est plus dans le mouvement peut-être, pour un enfant qui a plus besoin de bouger et d'utiliser et de faire la coordination, puisque les réflexes archaïques, en fait, est une pratique psychocorporelle qui va être présente, utilisée tant à l'école, il y a aujourd'hui des écoles qui se forment aussi avec leurs enseignants sur cette pratique, sur la coordination des mouvements, puisqu'on se rend compte que si l'enfant n'a pas intégré tous ses réflexes entre in utero et jusqu'à l'âge d'1 an, il peut rencontrer des difficultés de concentration, mais également, tout ça va être associé d'endormissement. Donc, c'est intéressant de pouvoir tester les réflexes de l'enfant à travers une séance qui dure environ 45 minutes. C'est à travers des jeux, hein, c'est très ludique, pour voir effectivement s'il peut y avoir besoin de rééduquer certains réflexes, d'intégrer certains réflexes qui ont bien émergé, qui ont maturé, mais qui ne se sont pas intégrés. Donc, vous voyez que finalement, on a beaucoup de pratiques à notre disposition qui sont finalement naturelles, qui permettent d'aller rechercher les dysfonctionnements qui peuvent être présents dans le corps de l'enfant. Ensuite, on a la phytothérapie, donc avec des produits bio, bien entendu, qui permettent de calmer l'agitation et l'anxiété de l'enfant. Donc, dans les plantes, on a parlé des bourgeons et des hydrolats. Donc, les bourgeons, pourquoi? Parce que c'est alors ce qu'on appelle la gémothérapie, pour ceux qui connaissent, sont très adaptés. C'est quelque chose de doux qui réunit le totem de la plante, donc la totalité des propriétés de la plante, et qui va permettre de pouvoir calmer et d'apaiser l'enfant. Donc, une goutte par année d'âge, voilà, c'est pour vous donner un repère en fonction de l'âge de votre enfant, par jour, hein. Donc, c'est bien sûr, c'est pas précisé. Et on recommande le tilleul et le figuier, qui vont avoir de belles fonctions d'apaisement et de calme pour les enfants qui se sentiraient agités, anxieux, angoissés. Ça peut être à l'école aussi, hein. Vous avez des enfants qui vivent des choses pas faciles à l'école, hein, des enfants qui subissent du harcèlement ou qui se sentent pas bien à un moment donné dans leur classe. Toutes ces peurs et toutes ces craintes peuvent être apaisées et calmées. Et puis, on a aussi les hydrolats. Alors, les hydrolats, je ne rentrerai pas parce qu'on peut faire aussi une conférence dessus. On en a fait une d'ailleurs, il y a peu de temps l'année dernière. Les hydrolats, c'est donc la partie aqueuse de la distillation de la plante. Et on va pouvoir utiliser cette partie qui est moins chargée en aromatique pour pouvoir le donner aux enfants. Alors, on connaît traditionnellement la fleur d'oranger, celle de mélisse aussi, qui va donc, toutes les deux vont pouvoir apaiser et calmer l'angoisse et l'anxiété. Et puis l'agitation, donc qui vont avoir un effet hypotenseur, c'est la lavande ou la camomille romaine, qui peuvent aussi avoir un effet, notamment sur des douleurs. Donc la camomille va avoir un effet calmant et apaisant. Et l'ensemble des deux peuvent être associés avec une petite cuillère à café le matin et soir dans un peu d'eau. Si vous avez besoin d'en savoir un peu plus, vous n'hésitez pas à m'envoyer un mail pour que je puisse vous donner plus de renseignements en fonction de la tranche d'âge de l'enfant et ce dont il a besoin. Tout cela, ce sont des cures de 3 semaines hein, qu'on conseille, avec 1 semaine d'arrêt et éventuellement encore 3 semaines si on sent qu'il y a besoin de renouveler. Alors, en olfacto, il s'agit de pouvoir apaiser le système nerveux. Donc, l'idée, c'est d'utiliser les huiles essentielles, mais pas autrement qu'à travers l'olfacto, donc la respiration de ces huiles. Et ça a un effet extrêmement intéressant pour les petits. Alors, bien sûr, pas les bébés, hein, on va être très clair. On va plutôt prendre les hydrolats parce que les hydrolats peuvent être proposés aux nourrissons à travers toute petite cuillère, mais il ne faut surtout pas se tromper hein, et ne pas utiliser les huiles essentielles pour les jeunes enfants. Donc,
en brume sur l'oreiller, donc des petits cheats maxi avant le coucher, on peut en faire. Et ça va tout de suite, à travers la lavande, pouvoir apaiser l'enfant et le calmer. Donc, vous pouvez mettre de l'hydrolat, tout simplement, de lavande fine, pour créer un côté apaisant. Ensuite, on peut diffuser aussi dans la chambre, une demi-heure avant le coucher, 2 gouttes maxi pour pouvoir apaiser. Donc, vous avez l'orange douce qui peut être proposée, la lavande aussi. Donc, c'est souvent ce qu'on privilégie. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui aiment bien l'agrume, puis d'autres qui n'aiment pas. Donc, il faut le faire tester avant pour que ce soit agréable pour lui. Application, donc pour les plus de 6 ans, donc on précise, moi je dirais même plus de 7 ans, 2 gouttes maxi avant le coucher, où on peut mettre un petit peu de lavande éventuellement sur les poignets ou sous les pieds. Comme ça évite qu'ils touchent. Sous la plante des pieds, c'est pas mal de faire un petit massage, mais vous l'associez avec de l'huile vierge, avec vos huiles essentielles, et vous pouvez faire un massage des pieds, c'est très apaisant pour l'enfant. Voilà, donc en olfacto, en respiration, on a la lavande fine, le petit grain bigarade, donc, qui est un agrume, et l'orange douce. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, effectivement, les trois à privilégier pour apaiser le système nerveux. En respiration aussi, tout simplement. Voilà. Donc, est-ce que Karine, tu avais des choses à rajouter sur l'olfacto par rapport à ce que je viens de voir? Alors, au niveau de l'olfacto, non, je pense que tu as fait le tour. Ce que vous pouvez faire en revanche sur les applications, ce qui est intéressant pour les enfants qui ont plus de 3 ans, c'est d'appliquer 2 gouttes de ces huiles essentielles dans une demi-cuillère à café, une demi-cuillère à café d'huile végétale, et vous appliquez vraiment localement le long de la colonne vertébrale, et une goutte au niveau du plexus solaire, hein, pour vraiment avoir une détente complète, une détente globale. Ça permet vraiment de mettre l'enfant dans des conditions de relaxation calmante et d'apaisement pour favoriser le calme et le sommeil. C'est quelque chose qui fonctionne bien, ça. On n'a pas parlé des massages aussi, mais dans tout ce qui est réflexe archaïque, on en parle, mais on peut faire aussi des massages sous les pieds, hein. Donc, en plus, parmi nous, on a aussi des spécialistes en réflexologie plantaire. Faire des massages sous les pieds de l'enfant peut avoir aussi un côté vraiment calmant et apaisant. En fait, on aurait dû avoir 2 heures pour pouvoir vous expliquer tout ce qu'on peut faire. Mais on s'est astreint à 1 heure, ce qui est un peu frustrant, je ne vous cache pas, parce qu'on aimerait bien vous parler plus longuement. Mais voilà, donc on a terminé notre présentation et on est à votre écoute pour répondre à vos questions. Il nous reste encore 5, 7, 8, 10 minutes, pas beaucoup plus. En effet, alors du coup, on n'a pas de questions actuellement dans le chat, mais soit vous pouvez les écrire dans la discussion, soit vous pouvez ouvrir votre micro et poser vos questions à Nathalie et à Karine. En tous les cas, merci pour cette présentation très claire. Merci. Alors. Allez-y, n'hésitez pas, hein. Si on peut répondre, on répondra. Voilà. Déjà, est-ce que ça a été clair pour vous, tout ce qu'on a vu, tout ce qu'on a abordé? Et on a abordé beaucoup de choses. On aimerait bien avoir votre ressenti, hein, même si vous n'avez pas forcément de questions, mais au moins avoir votre avis sur cette présentation. Ça nous permet, nous, après, de nous améliorer, hein. On est très humble à notre niveau, hein. Si vous pensez qu'il y a des pratiques qu'on n'a pas abordées, que vous pensez qui auraient été intéressantes qu'on aborde. Vous avez été trop claires, les filles. Voilà, on a toujours un peu de crainte à poser des questions, mais sachez qu'il n'y a pas de mauvaises questions et vous pouvez y aller, hein.
Alors moi, je vais poser une question en fait. Je vais poser une question au groupe, à toutes celles qui sont venues. Est-ce qu'il y avait une raison particulière qui vous faisait venir écouter cette conférence ce soir? Est-ce que autour de vous, vous avez rencontré des difficultés avec vos enfants aujourd'hui ou avant qui font que vous étiez intéressé par ce sujet? Qu'est-ce qui vous a motivé en fait à venir nous écouter ce soir? Voilà. Si quelqu'un veut prendre la parole. Moi, je veux bien, Laurence. C'est vrai que la question du sommeil, ça m'a toujours posé question. Voilà, voilà, j'ai toujours eu une oreille très à l'affût des bruits. Du coup, j'étais réveillée tout le temps. Je ne savais jamais si c'était normal ou pas qu'ils se réveillent. Ben, voilà, donc c'est intéressant d'avoir les rythmes du sommeil, les phases, et puis c'était intéressant. Si j'avais une question pour savoir, pour un enfant, comment les séances de sophrologie, il faut plusieurs séances, comment ça se passe? Ça dépend des enfants, hein. Ça dépend. dépend de la problématique aussi. Ça dépend. Moi, parfois, alors je vais donner mon expérience, après Karine donnera la sienne. Il m'est arrivé pour des enfants, en 2 séances, c'était plié. Hein. Ils avaient vraiment, ils avaient retrouvé la paix, le calme, et ils n'avaient plus peur, en fait. Hein. Karine? Vous apprenez quelques exercices qu'il peut pratiquer, du coup, chez lui, comment… Oui, en sophrologie, vous avez des exercices où la personne est active, c'est-à-dire elle va faire des mouvements, faire des exercices pour chasser parfois, et des mouvements qu'on va travailler. Et puis, il y a des relaxations que moi, j'enregistre au cabinet et qu'ensuite, l'enfant peut écouter le soir. Donc, avec des personnages. Alors, je les invente, les histoires. Je ne vous cache pas, c'est que j'ai beaucoup d'imagination. Il suffit qu'il me donne un lieu, un personnage. Alors souvent, il y a la licorne, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai beaucoup de filles qui aiment les licornes. Et donc, on va aller travailler sur un message. Donc, cette visualisation, là où je vais les emmener dans le lieu magique, il y a un message qui est envoyé par ces personnages imaginaire et qui va les aider à se renforcer, à reprendre confiance en eux et à pouvoir retrouver un meilleur sommeil. Je ne sais pas comment tu fais, Karine, ça doit être intéressant de voir. Parce qu'on pratique. Oui, alors effectivement, comme je le disais, ça dépend des enfants et de la problématique. Hein. Ça peut être très, très rapide parce que les enfants sont très, très réceptifs, hein, contrairement aux adultes. Ce n'est pas que les adultes ne le sont pas, hein, mais ça prend en général un tout petit peu plus de temps. Il peut y avoir un décalage de séances. Mais effectivement, chez l'enfant, en tout cas en sophrologie, c'est assez, je dirais, assez rapide, assez accéléré, dans le sens où voilà, il va très très vite s'approprier les techniques et voilà, les enfants sont sans filtre, donc ils vont parler très très spontanément, très naturellement de ce qui pose problème et on va directement rentrer dans le cœur du problème. Par des moyens ludiques, avec effectivement des enregistrements. Moi aussi, hein, Nathalie, je procède de la même manière, c'est-à-dire que les enregistrements, alors les séances se font toujours avec une partie effectivement où on travaille sur ce qu'on appelle le schéma corporel, hein, pour vraiment amener la détente au niveau corporel, et puis d'intégrer aussi, hein, voilà, comment je me sens, hein, vraiment quand je suis détendue et comment je me sens quand je suis contractée, prendre conscience justement de ce corps en tension pour justement amener la détente après. Et puis, il y a toujours effectivement des exercices de visualisation. Donc, on va travailler bien sûr sur l'imaginaire pour aller intégrer cette fois-ci au niveau mental comment amener la détente et favoriser cette relaxation. Et à travers cela, bien sûr, donc j'enregistre les séances de façon à ce que la personne, hein, que ce soit l'enfant ou l'adulte, puisse repartir avec son enregistrement pour refaire la séance chez lui, parce que c'est très difficile de se faire une auto-séance de relaxation, hein, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça répond à vos questions. Tout à fait, merci. Vous avez d'autres questions? C'est le moment, je vous en prie. Hein. Vraiment, allez-y. On est entre nous, donc… Amandine, je vous ai vu remettre votre caméra. Est-ce que vous auriez une question?
Tout à fait, je mettais aussi le micro. Bonsoir. Bonsoir. Du Bonsoir, coup, Amandine. bonsoir Karine. J'ai trouvé ça très intéressant. Moi, je viens donc plus un côté professionnel en fait, parce que j'aimerais développer voilà, une activité dans le bien-être de l'enfant et l'accompagnement parental. Donc, c'est vrai que le sommeil, c'est très important. Et du coup, il y a beaucoup de questions autour de ça. Donc là, j'ai été contente parce que ça a été assez vaste. Le sujet était très intéressant. Et du coup, j'ai une question aussi au niveau des fleurs de bac avec l'impatience et verveine. Est-ce que c'est un mélange des deux ou c'est essayer une puis l'autre? En fait, ça dépend, c'est toujours pareil. C'est que c'est souvent les deux élixirs qu'on va être amené à proposer, mais ça dépendra Oui, de l'enfant. Peut-être qu'on va en prendre d'accord. qu'un ou deux, et on va peut-être prendre du Mimulus qui va être plutôt pour des peurs. Oui, Voilà, il fallait en mettre deux, on en a mis deux, mais c'est en fait, oui, il faut vraiment faire un point en cabinet pour vous déterminer quelles sont les bonnes fleurs. J'en ai mis deux parce qu'il fallait en mettre deux, mais il y en avait bien d'autres qu'on pouvait proposer. d'accord. Et on peut les Oui, mélanger. Il faut savoir qu'on peut mélanger jusqu'à 7 élixirs. ouais, c'est ça. Voilà. Ok. Ok. Et au niveau donc du nombre de gouttes, c'est 16 gouttes par jour du coup. Oui. Ça me paraissait d'accord, ouais, ouais. Non, mais ok. 4 gouttes, 4 fois par jour. Voilà. À Voilà. répartir dans la journée. Il faut Ok. que l'enfant puisse boire durant la journée. Et ça, c'est pas facile à l'école parce que bon, il y a des écoles qui le mettent en place de plus en plus. On n'a pas parlé d'hydratation, mais c'est extrêmement important qu'il puisse bien s'hydrater D'accord. aussi pour sa concentration. Mais le sujet était sur le sommeil, donc Oui, c'est là-dessus. Il ne faut bien pas qu'il sûr. boive trop avant de se coucher parce que ça Oui, va être compliqué. d'accord. Et après, donc, il y a aussi la seule chose que je connais moins, c'est les réflexes archaïques Mm. dans le mouvement. Voilà, alors j'en ai juste un peu entendu parler, je sais ce que c'est aussi, mais voilà, je ne sais pas trop un peu, enfin, en quoi ça consiste, l'intérêt que ça peut avoir derrière. Donc, j'ai bien compris que c'était pour la coordination des mouvements, les problèmes de concentration, donc Mm. c'est pour le sommeil aussi. Mm. Si les réflexes sont non intégrés, bah, du coup, voilà, c'est important qu'ils les intègrent. Mais du coup, comment on sait que c'est mal intégré en quelque sorte ou qu'il y a un... Mm. Je sais pas. En fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on veut en savoir un petit peu plus sur la situation, qu'on soit un adulte ou un enfant, hein, finalement, on va faire une batterie de tests qui vont durer environ 3/4 d'heure pour des adultes. Enfin, ça va même parfois un peu plus loin. Mais nous, avec l'observation déjà qu'on fait de l'enfant, on sait quels D'accord. sont les réflexes qu'il va falloir travailler. Mais on va faire des tests. Et une fois qu'on a, nous, fait nos tests, on va voir ceux qui ne sont pas intégrés. Et à partir de là, on va proposer des exercices à l'enfant. On fait avec l'enfant, hein. On ne fait pas contre. Enfin, il faut qu'il soit content de les faire. Et on va adapter donc les exercices pour qu'il puisse les refaire ensuite à la maison 2-3 minutes par jour pour, pour être mieux, hein. Donc il faut voir que ça touche énormément de choses, hein. On peut avoir des impacts forts si on a des réflexes qui sont non intégrés, notamment la peur. On a le réflexe de paralysie par la peur, ce qu'on appelle le RPP, qui se développe déjà in utero, et s'il n'est pas bien intégré, ça peut vraiment poser des soucis. Parce que la maman, peut-être pendant sa grossesse, a eu des soucis. Et on a des enfants qui dorment mal à cause de ça, parce qu'ils ont un RPP qui est pas intégré. Alors qu'avec des mouvements, on va Ah ouais. pouvoir vraiment l'aider et il va retrouver beaucoup plus d'apaisement du fait qu'on aura intégré ce réflexe. D'accord. Et les différents réflexes archaïques, du coup, si vous pouvez me les rappeler. Il y en a énormément, mais je pense que Ah ouais. Ah il oui, y en a d'accord. beaucoup. Il y a le réflexe tonique labyrinthique, il y a Mhm. le réflexe tonique asymétrique du cou, vous avez le RPP, vous avez le réflexe, le galant, les enfants qui ne supportent pas d'avoir une étiquette dans le dos, même quand on est adulte. Il y a le Babkin, il y en a énormément. Oui, d'accord. Si le Ok. sujet vous intéresse, on pourra en Je, discuter plus longtemps. ouais. C'est Je très regarderai ça, oui. passionnant. Mm. Merci. Je vous en prie. Alors, quelle heure il est? On a d'autres questions. Mm.
partir. Je suis en train de faire le... Hop, voilà. Parce que dès que je touche ma souris, hop, tout défile. Donc, je vais arrêter peut-être l'enregistrement. Donc, si ce n'est pas une question, ça peut être un commentaire. Vous pouvez soit l'écrire, soit le dire.